Mon père a dit, sois plus compréhensif. Après avoir annulé ma caution de prêt étudiant pour le dépôt du troisième mariage de ma sœur, j'ai disparu cette nuit-là et j'ai rejoint l'armée des années plus tard. Ils ont enfin compris ce qu'ils avaient perdu. Salut Reddit. Mon père a refusé de co-signer mes prêts pour l'école d'infirmier parce que ma sœur avait besoin d'argent pour son troisième mariage. Alors, j'ai quitté la maison le soir même et je me suis engagé dans l'armée. Ce qui a suivi a tout changé. Voici l'histoire complète. Je m'appelle Ryan. J'avais 23 ans au moment des faits. Je travaillais 2 emplois pour terminer mon diplôme d'infirmier, des doubles shifts à l'hôpital comme aide-soignant, CNA, et les week-ends dans une quincaillerie. Les shifts à l'hôpital étaient épuisants, 12 heures à tout faire, depuis changer les bassins jusqu'à aider les infirmières à poser des perfusions. Je rentrais à la maison en sentant le désinfectant et les soins aux patients, trop fatigué pour faire autre chose que réviser quelques heures avant de m'effondrer. Les week-ends, c'était la quincaillerie, 8 heures à couper des clés, à mélanger des couleurs de peinture sur mesure et à aider les entrepreneurs à trouver des pièces de plomberie rares. Mon responsable était un vieux monsieur nommé Bill, qui travaillait là depuis 30 ans. Il savait que je me battais pour quelque chose de plus grand et me laissait étudier pendant les périodes calmes. Un type bien. Il me payait le salaire minimum, mais me donnait des horaires réguliers, ce qui était tout ce que je pouvais demander. J'économisais chaque centime depuis 8 mois. Mon budget était d'une rigueur militaire, $70 par semaine pour la nourriture, surtout du riz, des haricots et ce qui était en promotion. Pas de restaurant, pas de plats à emporter, pas de petits plaisirs. Chaque dollar qui n'était pas pour le loyer ou les besoins absolus allait directement dans mon fonds pour l'école. En août, j'avais presque $4000 d'économisés. Ce n'était pas assez pour un semestre entier, mais assez pour montrer que j'étais sérieux. Assez pour prouver que je rembourserais ces prêts sans faire défaut. J'avais toute ma vie planifiée, les stages cliniques étaient déjà arrangés dans 3 établissements différents, le calendrier de diplomation fixé pour mai, et les candidatures d'emploi prêtes pour quand j'obtiendrais ma licence d'infirmier. Tout était préparé, organisé, prêt à être exécuté. Puis mon père a lâché la bombe qui a tout détruit. Nous étions dans la cuisine un jeudi soir. Je tenais les papiers de prêt non signés, les mains tremblantes. Mes parents avaient accepté de co-signer quelques semaines plus tôt. Le semestre commençait dans 14 jours. Sans ces signatures, je ne pouvais pas m'inscrire. Sans inscription, je perdais ma place en stage clinique dans le programme d'infirmier. Ta sœur a plus besoin de nous en ce moment, a dit papa, sans même lever les yeux de son journal. Cette expression particulière s'est installée sur son visage, celle qui signifiait que la discussion était terminée avant même d'avoir commencé. Maman pliait des torchons avec une précision méthodique. Ashley prépare ça depuis des mois. Le lieu exige un dépôt de $35 000 avant vendredi, sinon ils perdent tout. $35 000 pour un lieu de mariage pour son troisième mariage. J'ai gardé une voix calme. J'ai préparé ce diplôme pendant 4 ans. Le semestre commence dans 2 semaines. Si je ne m'inscris pas maintenant, je perds définitivement ma place en stage clinique. Brandon, sois raisonnable, a dit papa en posant enfin son journal. Ashley a déjà traversé 2 divorces. Elle mérite d'être heureuse. Tu es jeune. Tu pourras toujours retourner à l'école. J'avais 23 ans. Ashley en avait 31. Ce serait son 3e mari. Et je n'avais rencontré le type qu'une seule fois, lors d'un barbecue familial où il avait passé la plupart du temps à regarder son téléphone et à se plaindre de la nourriture. Laissez-moi vous donner un peu de contexte sur Ashley. Son premier mariage a eu lieu quand elle avait 22 ans, juste après l'université. Kyle était son amour de lycée. Ils étaient sortis ensemble par intermittence pendant des années. Ils se sont fiancés après la remise des diplômes et ont organisé un énorme mariage de 200 personnes pour lequel mes parents ont dépensé $20 000. Le mariage a duré 9 mois avant que Kyle ne la surprenne au lit avec son meilleur ami. Premier divorce. Mes parents ont blâmé Kyle pour son manque de disponibilité émotionnelle. Comme si l'infidélité n'était pas le vrai problème. Le deuxième mariage est arrivé quand Ashley avait 26 ans. Brett était un type de la finance d'entreprise qu'elle avait rencontré dans un bar. Ils sont sortis ensemble pendant 4 mois, se sont fiancés après un week-end à Vegas et ont organisé un autre mariage coûteux en moins d'1 an. Mes parents ont encore mis $15 000 parce que Ashley mérite d'être heureuse. Ce mariage a duré 14 mois.
Brett avait de sérieux problèmes de gestion de la colère et de consommation de substances. Un soir, la police est arrivée parce que les voisins avaient entendu des cris et des objets qui se brisaient. Ashley est rentrée vivre à la maison pendant 6 mois après ça, pleurant tous les jours en disant que l'amour était maudit pour elle. Pendant ce temps, je suivais des cours prérequis et travaillais à plein temps comme aide-soignant. Ashley ne travaillait pas. Elle traînait à la maison, faisait du shopping en ligne avec des cartes de crédit que maman et papa payaient, et se plaignait à quel point sa vie était difficile. Pendant ce temps, je faisais des doubles shifts à l'hôpital et rentrais pour la trouver dans ma chambre, en train d'emprunter mes affaires sans demander. Quand je me plaignais du double standard à mes parents, papa prenait cette expression qui disait que j'étais difficile. Celle qui signifiait que mes préoccupations n'avaient pas d'importance parce qu'Ashley traversait quelque chose. Maintenant, à 31 ans, elle avait rencontré Trevor lors d'une fête chez des amis. Ils sortaient ensemble depuis 7 mois. Je l'avais rencontré une fois au barbecue. Le gars avait passé tout son temps à se vanter de sa routine de musculation et à regarder d'autres femmes quand Ashley ne regardait pas. Quand j'ai essayé de la prévenir qu'il semblait louche, elle m'a dit que j'étais négatif et jaloux de son bonheur. Et mes parents étaient sur le point de dépenser 35 000 $ pour le mariage numéro 3. J'ai fait des doubles shifts à l'hôpital et travaillé les week-ends à la quincaillerie pendant 8 mois, ai-je dit, en essayant de ne pas laisser transparaître le désespoir dans ma voix. J'ai juste besoin que quelqu'un co-signe. Je ferai tous les paiements moi-même. J'ai tout budgété jusqu'au dernier dollar. Nous avons déjà promis à Ashley, a dit maman doucement, ce qui rendait les choses encore pires que si elle avait crié. Elle compte sur nous. Rien que le traiteur demande 12 000 $ d'avance. C'est là que papa m'a fait son discours sur la compréhension et les priorités familiales. Sur le fait qu'Ashley avait traversé tant de chagrins d'amour et méritait cette chance d'être heureuse. Sur le fait que j'étais jeune et que j'avais tout le temps. Sur le fait que la famille passe avant tout et que parfois nous devons nous sacrifier pour les gens que nous aimons. Et quelque chose en moi, qui pliait depuis des années, a fini par se briser net. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement regardé mes 2 parents et j'ai dit. Tu as raison, papa. La famille d'abord. Puis je suis monté à l'étage et j'ai commencé à faire mes valises. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je payais un loyer pour vivre dans cette maison. Depuis 6 mois, je donnais à papa des chèques comme contribution aux dépenses du foyer, 800 $ par mois pour vivre dans ma chambre d'enfant pendant que je travaillais 80 heures par semaine et suivais des cours. Ils avaient présenté ça comme moi qui contribuais enfin comme un adulte. J'avais accepté parce que je pensais que nous étions une famille qui travaillait ensemble. En réalité, je n'étais qu'un autre payeur de factures qui finançait leur mode de vie pendant qu'ils priorisaient la 3e chance de bonheur matrimonial d'Ashley. J'ai emballé tout ce qui comptait dans ma Honda Civic de 2004, vêtements, ordinateur portable, manuel scolaire, les quelques objets personnels auxquels je tenais vraiment. Ça m'a pris environ 2 heures pour réaliser à quel point je possédais peu de choses qui avaient vraiment de l'importance. La plupart des meubles de ma chambre n'étaient même pas à moi. C'étaient des choses du grenier que mes parents avaient installées au fil des ans. Les livres étaient à moi. L'ordinateur portable que j'avais économisé 3 mois pour acheter. Mes uniformes de l'hôpital et de la quincaillerie. Quelques photos du lycée avec Derek et d'autres amis. C'était à peu près tout. 23 ans de vie rentraient dans une berline avec de la place en plus. J'ai trouvé une vieille boîte à chaussures sous mon lit, pleine de bulletins scolaires et de récompenses, des partout au lycée, mention d'honneur chaque semestre, certificat de réussite académique. Une lettre de mon conseiller d'orientation me nominant pour une bourse que j'avais gagnée en terminale. La preuve que j'avais toujours été responsable, toujours travaillé dur, toujours tout fait correctement. Rien de tout cela n'avait suffi pour que mes parents me choisissent plutôt que le 3e mariage d'Ashley. J'ai laissé la boîte sur mon bureau. Je n'avais plus besoin de ces rappels. Je n'avais plus besoin de validation d'un système qui m'avait appris que ma valeur était négociable selon la crise actuelle de ma sœur. Quand j'ai terminé mes bagages vers 23 heures, j'ai fait un dernier tour de ma chambre. Les murs étaient nus, sauf quelques vieux posters que je n'avais jamais enlevés. Le bureau était vide, sauf cette boîte à chaussures. Le placard était vidé, sauf les vêtements d'hiver dont je n'aurais pas besoin. Ça ne ressemblait plus à ma chambre. Ça ressemblait à une chambre d'amis dans la maison de quelqu'un d'autre, ce qui, je suppose, était ce qu'elle était depuis un moment. J'ai pris mes clés, attrapé le dernier carton et je suis descendu.
J'ai posé ma clé de la maison sur la table de la cuisine avec un petit bruit métallique. Pendant une seconde, j'ai envisagé de laisser un mot, quelque chose qui expliquerait pourquoi, ou qui listerait tout ce qu'ils avaient mal fait, ou qui dirait simplement au revoir. Mais il n'y avait plus rien à dire qui n'avait pas déjà été ignoré pendant 23 ans. Ils savaient ce qu'ils avaient fait. Ils l'avaient choisi en sachant exactement ce que cela me coûterait. Un mot n'y changerait rien. Mon téléphone a vibré 2 fois pendant que je roulais vers chez Derek. Papa qui appelait, probablement parce qu'il venait de remarquer que j'avais vidé ma chambre. J'ai laissé sonner. Le deuxième appel venait du portable de maman. Celui-là m'a fait plus mal, mais je n'ai toujours pas répondu. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, je faisais le mien. Derek a ouvert sa porte en pantalon de survêtement et t-shirt usé. Il a vu mon visage et s'est écarté sans poser de questions. Nous étions meilleurs amis depuis la seconde au lycée, et il avait observé la dynamique de ma famille assez longtemps pour remplir les blancs sans que j'aie besoin de parler. « Combien de temps tu as besoin ?» a-t-il demandé en m'aidant à monter les cartons dans les 2 étages jusqu'à son appartement. Le temps qu'il faudra pour savoir ce que je vais faire ensuite. Son colocataire venait juste de déménager pour vivre avec sa copine, laissant la 2e chambre vide. Nous avions plaisanté sur le fait que je la prendrais un jour. Aucun de nous ne s'attendait à ce que un jour, arrive à 21h un jeudi soir, avec toutes mes affaires entassées dans une Honda Civic. Les appels ont continué pendant 3 jours, 17 de papa, 23 de maman, 9 d'Ashley elle-même. J'ai bloqué les 3 numéros le samedi matin et je suis allé travailler à la quincaillerie, où j'ai passé 8 heures à couper des clés et à mélanger de la peinture en faisant semblant que tout mon plan de vie ne venait pas de s'effondrer. Le dimanche matin, maman s'est présentée à l'appartement de Derek. J'étais réveillé depuis 5 heures, assis sur le balcon avec un café, essayant de voir si je pouvais reporter le programme d'infirmier d'un semestre sans perdre ma place. La réponse était non. J'avais déjà vérifié le site de l'université 4 fois. Le report exigeait une nouvelle candidature et le programme n'acceptait que 30 étudiants par an. J'avais à peine été pris la première fois. Le coup à la porte est arrivé à 7 heures. Derek dormait encore, donc j'ai ouvert. Maman était sur le seuil avec cette expression blessée qu'elle avait perfectionnée pendant des décennies pour obtenir ce qu'elle voulait par la tristesse stratégique. « Ryan, chérie, ça va trop loin. » Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. « Comment m'as-tu trouvé ? Ton père a appelé la mère de Derek. » Bien sûr. On peut parler à l'intérieur. Non. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire ici. Sa bouche s'est crispée. Tu es incroyablement égoïste. Ta sœur est dévastée. Elle pense que tu ne soutiens pas son bonheur. Ashley a 31 ans. Si elle ne peut pas garder un mariage, peut-être que le problème n'est pas la malchance. C'est cruel de dire ça. Vraiment ? Kyle a duré 9 mois. Brett a tenu 14 mois. Maintenant elle épouse Trevor, que j'ai rencontré une seule fois et qui n'a pas pu me dire une seule chose sur elle, sauf qu'elle est attirante. Maman a tressailli. Les gens méritent des 2e chances, des 3e chances, autant qu'il en faut pour trouver le vrai amour. Et moi, je ne mérite pas une première chance de terminer mon diplôme ? Bien sûr que si, mais pas maintenant. Ta sœur a besoin de nous. Le café dans ma tasse était froid. Je l'ai versé par-dessus la balustrade du balcon et j'ai regardé le liquide éclabousser le parking 2 étages plus bas. Dis à papa merci pour la leçon sur les priorités familiales. Je m'en souviendrai quand vous serez vieux et qu'il faudra choisir la maison de retraite qui a les meilleures critiques. Je suis rentré et j'ai fermé la porte à clé. Maman a frappé encore 5 minutes avant d'abandonner. Cet après-midi-là, j'ai appelé le bureau d'aide financière de l'université, expliqué ma situation sans entrer dans le drame familial et demandé quelles étaient les options. La femme au téléphone était compatissante mais impuissante. Les prêts privés sans cosignataire avaient des taux d'intérêt qui me feraient rembourser jusqu'à la quarantaine. Les bourses pour mon année avaient été distribuées des mois plus tôt. La seule vraie option était d'attendre l'année prochaine et d'espérer être accepté à nouveau. Ou, a-t-elle ajouté presque en passant, vous pourriez regarder les programmes militaires. Ils ont des bourses pour infirmiers avec des engagements de service ensuite. Ce n'est pas pour tout le monde, mais les avantages sont solides. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, puis j'ai passé les 4 heures suivantes à rechercher les programmes d'infirmiers de l'Army et de la Navy. À minuit, j'avais rempli les demandes préliminaires pour les 2.
Derek m'a trouvé endormi à la table de la cuisine à 2 heures du matin, l'ordinateur portable encore ouvert sur une page sur les exigences du corps infirmier militaire. « Tu es sérieux avec ça ?» a-t-il demandé en plissant les yeux vers l'écran. « Je suis sérieux pour terminer mes études. C'est la seule façon de le faire sans mes parents. Ton père va perdre la tête. Mon père a fait son choix. Je fais le mien. » Le recruteur de l'armée a rappelé dans les 48 heures. Le sergent-chef Williams avait une quarantaine d'années, était efficace et rafraîchissant de franchise. Oui, ils avaient des bourses pour infirmiers. Oui, je qualifiais sur la base de mes notes et de mes crédits actuels. Oui, il y avait un engagement de service, 4 ans de service actif après la diplomation. Non, ce n'était pas aussi simple que de signer des papiers et de recevoir de l'argent. Il y avait une formation physique à réussir, un examen médical, une habilitation de sécurité. Mais si j'étais sérieux et prêt à fournir l'effort, il pouvait faire en sorte que ça marche. J'étais sérieux. En 2 semaines, j'avais terminé la paperasse initiale et les examens. La bourse couvrirait les frais de scolarité et une allocation mensuelle. En échange, je servirais comme infirmier dans l'armée. Après la diplomation, j'irai à l'école des officiers, je serai commissionné comme sous-lieutenant et j'entrerai en service actif. C'était tout ce dont j'avais besoin et rien de ce que j'avais planifié. Mais les plans changent quand ta famille te montre exactement où tu te situes dans leurs priorités. Je n'ai rien dit à mes parents. J'ai supposé qu'ils l'apprendraient tôt ou tard. L'inscription pour le semestre d'automne est arrivée et est passée. Je n'étais pas sur la liste. Ma place en stage clinique est allée à un remplaçant. Le programme d'infirmier a continué sans moi, et mes parents ont probablement pensé que j'avais abandonné ou que je travaillais à des emplois au salaire minimum quelque part, amer et brisé. 3 mois plus tard, je suis parti pour l'entraînement de base. L'entraînement de base était brutal de façon que je n'avais pas anticipé. Fort Jackson en Caroline du Sud pendant l'été. Une chaleur qui faisait fondre le cerveau. Une humidité qui faisait que chaque respiration ressemblait à une noyade. Des sergents instructeurs qui semblaient personnellement offensés par ton existence. Le trajet en bus de la réception au bataillon d'entraînement s'est fait en silence. 40 recrues, la plupart d'entre nous à peine sortis de l'adolescence, assis dans un silence rigide pendant que les sergents instructeurs arpentaient l'allée, à la recherche de quelqu'un à prendre en exemple. J'ai gardé les yeux devant moi, la bouche fermée, et j'ai essayé de ne pas attirer l'attention. Le premier matin à Fort Jackson a commencé à 4h30. Le sergent instructeur Keller a ouvert la porte de nos quartiers d'un coup de pied et s'est mis à hurler avant même que la plupart d'entre nous soient conscients. Sortez vos corps dégoûtants de ces lits et allez dehors pour la formation. Vous avez 90 secondes. Bougez, bougez, bougez. J'avais travaillé 2 emplois pendant 8 mois, donc j'étais en assez bonne forme. Mais la forme militaire est différente, courir 5 miles avant le lever du soleil en Caroline du Sud, sous l'humidité, faire des pompes jusqu'à ce que tes bras lâchent, puis en faire 50 de plus juste pour prouver que tu pouvais. Des parcours d'obstacles qui semblaient conçus par des gens qui détestaient vraiment le corps humain et voulaient tester son point de rupture. Ils te cassaient systématiquement. Tout ce que tu faisais était mal. Ton lit n'était pas fait correctement. Tes bottes n'étaient pas assez brillantes. Ton uniforme avait un fil qui dépassait. Les sergents instructeurs trouvaient des défauts à tout, parce que le but n'était pas la perfection. C'était apprendre à fonctionner sous un stress et une critique constant. Un gars de mon peloton, un gamin du Wisconsin nommé Patterson, n'a pas supporté. Il s'est mis à pleurer pendant notre 3e jour de PT. Le sergent instructeur a senti la faiblesse immédiatement. Ils se sont jetés sur lui comme des requins sur du sang, le faisant faire des burpées jusqu'à ce qu'il vomisse, puis lui en faisant faire encore plus. Patterson a abandonné cet après-midi-là. Il est allé au bureau de la compagnie et a dit qu'il voulait partir. Ils l'ont traité en 48 heures. Parti, comme s'il n'avait jamais été là. Les sergents instructeurs l'ont utilisé comme exemple pour le reste d'entre nous, voilà ce qui arrive quand on ne tient pas le coup. Quelqu'un d'autre veut abandonner? Non. Alors vous feriez mieux de commencer à agir comme des soldats. La partie physique était dure. Le jeu mental était encore plus dur. Les sergents instructeurs te cassaient, testaient tes limites, voyaient qui craquerait sous la pression. Ils te hurlaient au visage à des volumes qui semblaient physiquement impossibles pendant que tu restais au garde à vous, incapable de réagir. Le sergent instructeur Martinez était la pire.
Elle mesurait peut-être 1,60 m, mais elle avait une voix qui pouvait enlever la peinture. Elle trouvait ta faiblesse et l'exploitait sans pitié. Si tu avais le mal du pays, elle se moquait de ta famille. Si tu avais du mal à courir, elle te faisait diriger le PT. Si tu montrais la moindre émotion, elle l'utilisait contre toi jusqu'à ce que tu apprennes à tout enterrer profondément où personne ne pouvait le voir. Je n'ai jamais envisagé d'abandonner. Pas une seule fois. Ni quand mes pieds saignaient à cause des marches avec sac à dos. Ni quand mes mains étaient déchirées par les parcours d'obstacles. Ni quand nous faisions des mountain climbés sous la pluie à minuit parce que quelqu'un dans notre peloton avait tout gâché pendant l'inspection. Chaque fois que je voulais m'arrêter pendant une course, je pensais au visage de papa quand il m'avait dit que mon éducation pouvait attendre. Chaque fois qu'un sergent instructeur me hurlait au visage, je me souvenais de maman pliant des torchons en expliquant pourquoi le 3e mariage d'Ashley était plus important que mon diplôme. Chaque fois que j'étais épuisé, brisé et prêt à m'effondrer, je canalisais des années de dysfonctionnement familial en pure détermination. La colère me faisait avancer quand la motivation échouait. La rancune est devenue du carburant. Ils m'avaient rayé. Ils avaient supposé que j'échouerais. Ils pensaient probablement que je travaillais à des emplois au salaire minimum quelque part, amer et inutile. Leur prouver qu'ils avaient tort est devenu mon but. À la semaine 4, nous avons fait la chambre à gaz. Ils nous ont fait entrer dans un bâtiment en béton, nous ont fait mettre des masques à gaz, puis ont libéré du gaz CS, un agent anti-émeute qui brûle tout ce qu'il touche. Ensuite, ils nous ont fait enlever les masques. Je n'avais jamais ressenti une douleur pareille, yeux qui coulent, poumons en feu, peau en flammes, mucus qui sort du nez et de la bouche. Impossible de voir. Impossible de respirer. Chaque instinct criait de courir. Mais il fallait rester calme, réciter ton nom et ton numéro de sécurité sociale, puis remettre correctement ton masque avant de pouvoir sortir. Certaines personnes ont paniqué, ont enlevé leur masque trop tôt, ont respiré plus de gaz et ont empiré les choses. Je me suis forcé à rester immobile, à prendre des respirations superficielles, à remplir les exigences et à sortir en gardant le contrôle. Je suis sorti en toussant, en pleurant et en brûlant. Mais je l'avais fait correctement. Ça est devenu mon identité pendant l'entraînement de base, le gars qui n'abandonne jamais, qui ne se plaint jamais, qui avance avec une détermination froide quoi qu'on lui jette dessus. À la semaine 6, les sergents instructeurs ont arrêté d'essayer de me briser. Ils ont commencé à m'utiliser comme exemple à la place, regardez. Il n'est pas le plus rapide ni le plus fort, mais il n'abandonne jamais. C'est ce dont nous avons besoin, de la résistance mentale. À la semaine 8, je m'étais complètement adapté. La routine était devenue automatique, réveil à 4h30, entraînement physique, petit déjeuner, cours sur l'histoire et les valeurs militaires, exercice de drill et cérémonie, plus d'entraînement physique, dîner, entretien du matériel, sommeil, et on recommence. Les jours se fondaient dans un cycle de chaos contrôlé. La remise des diplômes de l'entraînement de base a été surréaliste. 9 semaines plus tôt, je n'étais personne, juste une autre recrue avec la tête rasée et un problème d'attitude. Maintenant j'étais le sous-lieutenant Ryan, au garde à vous en uniforme de cérémonie pendant que mes sergents instructeurs me montraient réellement du respect. Le sergent instructeur Keller m'a pris à part après la cérémonie. Vous avez ce qu'il faut. Ne gâchez pas tout quand vous arriverez à l'école des officiers. Ils vont essayer de vous briser à nouveau, de façon différente. Souvenez-vous juste que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Oui, sergent instructeur. Et quoi que vous fuyiez quand vous vous êtes engagé, ça n'a plus d'importance maintenant. Vous êtes dans l'armée. C'est votre famille maintenant. J'ai hoché la tête, sans me faire confiance pour parler. Il avait raison. Je ne fuyais plus ma famille. J'en avais construit une nouvelle. L'école des officiers, OCS, était différente de l'entraînement de base, moins de brutalité physique, plus de stress mental et de défis de leadership. Ils nous formaient pour être officiers, ce qui signifiait une évaluation constante, des décisions sous pression et la gestion de problèmes sans bonne réponse, juste des situations où il fallait prendre la meilleure décision possible avec des informations incomplètes et vivre avec les conséquences. La première semaine à l'OCS, ils nous ont jetés dans le grand bain. 40 candidats, tous persuadés d'être des cracks parce que nous avions survécu à l'entraînement de base. Le cadre nous a rapidement fait perdre cette illusion. Il nous donnait des scénarios impossibles, votre peloton essuie des tirs de 2 directions. Vous êtes à court de munitions.
Vous avez 3 soldats blessés qui ont besoin d'une évacuation immédiate. Et votre radio vient de tomber en panne. Que faites-vous? Vous avez 30 secondes. Décidez maintenant. Pas de réponse parfaite, juste des options moins mauvaises et la capacité à s'engager dans une décision sous pression. Certains candidats se figeaient, submergés par la responsabilité. Le cadre les martelait sans pitié, en combat, se figeais-tu des gens? Prenez une décision. Bonne ou mauvaise, prenez-la et assumez-la. J'excellais dans cet exercice. Il s'est avéré que des années à naviguer dans le champ de mines émotionnelles de ma famille m'avaient bien préparé au défi de leadership militaire. Quand tu grandis en gérant les émotions explosives de tes parents, prendre des décisions en une fraction de seconde sous pression devient une seconde nature. Tu développes la capacité à évaluer rapidement une situation, à identifier l'option la moins mauvaise et à l'exécuter sans te remettre en question. Un exercice ressort particulièrement. Ils m'ont mis à la tête d'une escouade de 12 personnes pour un exercice d'entraînement sur le terrain. Mission de patrouille simulée. Des acteurs jouaient des civils locaux et des insurgés. Peu de directives du cadre. Juste, débrouille-toi et accomplis la mission sans faire tuer tes hommes. 3 heures plus tard, tout est parti en vrille. Mon homme de tête a déclenché une simulation d'IED. Nous avons commencé à essuyer des tirs de sniper simulés de plusieurs directions et 2 de mes hommes sont tombés avec des blessures fictives. Pendant ce temps, les acteurs civils hurlaient dans une langue que je ne comprenais pas, et je ne pouvais pas dire qui était réellement hostile. J'ai fait ce qui me semblait juste, j'ai établi un périmètre défensif, mis les blessés à couvert, établi la communication avec le commandement et décidé de tenir la position plutôt que d'avancer dans ce qui ressemblait à une zone de mort. Le cadre a arrêté l'exercice et a rassemblé tout le monde pour le débriefing. Le capitaine Williams, le commandant de l'OCS, m'a regardé. Expliquez votre processus de décision. Monsieur, avancer aurait exposé mon escouade à des tirs supplémentaires sans connaître les positions ennemies. Tenir la position a sécurisé les blessés, maintenu les communications et nous a donné le temps d'évaluer la situation. Accomplir la mission ne vaut pas la peine de perdre la moitié de ses hommes. Et si tenir la position signifiait échouer à l'objectif de la mission? Monsieur, on peut recommencer une mission ratée. On ne peut pas ramener des soldats morts. Williams a hoché la tête. C'est la bonne réponse, lieutenant. Trop de nouveaux officiers pensent que la gloire compte plus que ramener leurs hommes vivants. N'importe qui peut être agressif. Il faut de la sagesse pour savoir quand tenir. Après 3 mois d'OCS, j'ai été commissionné et j'ai commencé les cours d'infirmier dans le programme Army Baylor. Une vraie formation d'infirmier, style militaire, apprentissage théorique combiné à une formation pratique dans les hôpitaux militaires. Soins traumatologiques, réponse aux urgences, médecine de champ de bataille. Nous n'apprenions pas seulement à être infirmiers. Nous apprenions à être des officiers médicaux capables de fonctionner dans les pires conditions possibles. Le programme était intensif, charge de cours complète comme n'importe quelle école d'infirmiers, plus les exigences militaires et la formation au leadership. Les matinées étaient consacrées aux cours sur la pharmacologie et l'anatomie, les après-midi aux rotations cliniques dans de vrais hôpitaux, et les soirées à l'étude des protocoles de médecine militaire. Les week-ends comprenaient des exercices sur le terrain où nous pratiquions les soins traumatologiques en conditions de combat simulées. Une instructrice, la major Patricia Reeves, était une ancienne infirmière de combat qui avait fait 3 déploiements. Elle avait vu des choses qui auraient brisé la plupart des gens, et elle n'était pas intéressée à former des infirmiers qui s'effondreraient sous la pression. Écoutez bien, nous a-t-elle dit pendant notre premier cours de traumatologie. En soins infirmiers civils, vous avez du temps, des ressources et du soutien. En médecine de combat, vous avez le chaos, des fournitures limitées et des soldats qui meurent devant vous. Les poches de perfusion se vident. La morphine se vide. La gaz et les bandages se vident. Mais les blessés continuent d'arriver. Vous devrez faire des choix sur qui vit et qui meurt. C'est la réalité. Si vous ne pouvez pas le supporter, partez maintenant. Personne n'est parti. Mais ces mots sont restés avec moi. Mes parents ne m'ont pas contacté pendant l'entraînement de base parce qu'ils ne savaient pas où j'étais. J'avais quitté l'appartement de Derek, changé de numéro de téléphone et disparu complètement de leur vie. Pendant 4 mois, ils n'ont pas su si j'étais vivant, mort, réussi ou sans abri. Qu'ils se posent des questions. Ils avaient choisi leurs priorités. J'avais choisi les miennes. 6 mois après mon départ,
le mariage d'Ashley a eu lieu. Je n'y étais pas, je n'étais pas invité, et je n'y serais pas allé même si je l'avais été. J'étais au Texas pendant la formation avancée d'infirmier, en train d'apprendre à poser des perfusions sur des mannequins et à traiter des blessures de combat simulées. D'après ce que j'ai entendu plus tard par le bouche à oreille familial, le mariage était extravagant, sculpture de glace, groupe live, cocktail sur mesure, tout sur mesure. Ils avaient dépensé plus de 60 000 $ pour une seule journée. Le mariage a duré 7 mois. Trevor, le troisième mari, s'est révélé avoir un problème de jeu et une petite amie dans un autre état. Ashley a découvert les deux quand son bookmaker s'est présenté à leur appartement pour exiger un paiement, et que la petite amie a appelé pour demander pourquoi il avait manqué leur dîner d'anniversaire. Troisième divorce. À 32 ans, j'ai appris la nouvelle par ma grand-mère, qui avait discrètement gardé un œil sur moi via la mère de Derek. Elle était la seule membre de la famille qui avait soutenu ma décision de partir. Elle m'a appelé pour me dire que j'avais fait le bon choix et que mes parents commençaient enfin à réaliser ce qu'ils avaient perdu. Ton père demande constamment de tes nouvelles, m'a-t-elle dit. Il passe parfois devant l'ancien appartement de Derek en espérant voir ta voiture. Ta mère pleure tous les dimanches. Ils savent qu'ils ont merdé, mon chéri. Tant mieux, ai-je répondu. Ça est sorti plus froid que je ne le voulais, mais je le pensais vraiment. J'ai obtenu mon diplôme du programme d'infirmier de l'armée 18 mois après avoir quitté la maison, commissionné comme premier lieutenant. J'ai été affecté à un hôpital militaire à San Antonio. J'ai commencé à travailler aux urgences, en traitant tout, des blessures d'entraînement aux blessés de combat stabilisés aux États-Unis. Le travail était exactement ce que je voulais, rapide, stimulant, significatif. Je sauvais des vies, j'apprenais constamment, je construisais une carrière selon mes propres termes. Pas de drame familial, pas de culpabilisation, pas de doute sur le fait que les gens m'appréciaient pour moi-même ou pour ce que je pouvais leur donner. Mon officier commandant était une infirmière praticienne dure à cuire nommée Capitaine Morrison. Elle avait servi 22 ans, fait 3 déploiements et ne supportait pas l'incompétence. Elle reconnaissait aussi le talent quand elle le voyait. Vous êtes bon à ça, m'a-t-elle dit après un shift particulièrement brutal aux urgences. Mieux que la plupart des nouveaux officiers. Je vois que vous avez de l'instinct. Où avez-vous appris à rester calme dans le chaos? La dynamique familiale, ai-je répondu sans réfléchir. Elle a ri, ça marche. 2 ans après mon engagement, ma grand-mère est morte d'une crise cardiaque, soudaine et inattendue. Elle avait 76 ans, en bonne santé jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus, partie avant que quiconque puisse réaliser ce qui se passait. J'ai pris un congé d'urgence et j'ai pris l'avion pour rentrer aux funérailles. C'était la première fois que je voyais mes parents depuis plus de 2 ans. La veillée avait lieu dans un petit funérarium de notre ville natale. Je suis arrivé tôt en uniforme de service parce que c'était le seul vêtement formel que je possédais qui n'était ni une blouse ni une tenue de sport. L'uniforme de classe me semblait étrange après des mois en tenue de combat. Raide, formel, lourd du poids de tout ce qu'il représentait. Je suis entré et j'ai vu maman debout près du cercueil. Elle semblait plus petite, plus vieille, usée par quelque chose que je ne pouvais pas identifier immédiatement. Ses cheveux avaient plus de gris que dans mon souvenir, des rides autour des yeux qui n'étaient pas là avant. La confiance qu'elle avait toujours portée avait été remplacée par quelque chose de fragile. Elle s'est retournée en entendant des pas, m'a vu. Son visage s'est froissé comme du papier. Ryan, juste mon nom, mais il portait des années de regrets, de perte et d'espoir désespérés. Bonjour, maman. Elle s'est précipitée et m'a serré fort dans ses bras, assez fort pour faire mal. Je l'ai laissé faire, restant raide et mal à l'aise pendant qu'elle sanglotait contre mon épaule. Tout son corps tremblait de pleurs qui semblaient s'être accumulés pendant des années. Quand elle s'est enfin reculée, elle a regardé mon uniforme avec quelque chose entre la fierté et une douleur dévastatrice. Tu as l'air tellement adulte, tellement officiel, tellement homme. Sa voix s'est brisée. Quand es-tu devenu si adulte? C'est généralement ce qui arrive quand on rejoint l'armée. Les mots sont sortis plus durs que je ne le voulais, ou peut-être exactement aussi durs que je le voulais. Difficile à dire maintenant. Papa est apparu d'une autre pièce où il parlait avec le directeur des funérailles. Il s'est figé en me voyant debout là en uniforme. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés à travers le funérarium. Je pouvais le voir traiter l'uniforme, les insignes de grade, les rubans que j'avais déjà gagnés,
La transformation du gamin qui était parti avec rien à l'officier qui se tenait devant lui. Puis il s'est approché lentement, comme s'il approchait un animal blessé qui pourrait s'enfuir. Fils. Papa. Tu as l'air bien. En bonne santé. Fort. L'armée tend à faire ça. La forme physique est plutôt une exigence. La conversation était guindée, maladroite, évitant tout ce que nous ne disions pas. L'éléphant dans la pièce ressemblait plutôt à un troupeau d'éléphants, tous trompettant des vérités que personne ne voulait reconnaître. Maman a essayé de combler le silence. Nous ne savions pas comment te joindre. Nous avons essayé d'appeler le numéro de Derek, mais il était déconnecté. Nous avons demandé à tout le monde si quelqu'un t'avait vu ou avait eu de tes nouvelles. C'était comme si tu avais complètement disparu. J'ai disparu. C'était le but. Papa a tressailli à ces mots. Ryan, je sais que tu étais en colère quand tu es parti. En colère ne suffit pas, papa. Loin de là. Le silence s'est étiré. D'autres personnes venues pour les funérailles commençaient à arriver. Des parents que je n'avais pas vus depuis des années. Je ne voulais pas avoir cette conversation devant un public. Finalement, papa s'est raclé la gorge. On peut parler après la cérémonie? Juste nous trois, s'il te plaît. Ta grand-mère aurait voulu que nous essayions au moins. Il avait raison sur ce point. Grand-mère avait passé les dernières années de sa vie à essayer de combler le fossé que notre famille avait créé, elle m'appelait via la mère de Derek, envoyait des cartes à l'adresse de Derek, demandant toujours quand je rentrerais à la maison. Elle n'avait jamais jugé, n'avait jamais pris parti, elle espérait juste tranquillement que nous trouverions le chemin du retour les uns vers les autres. Je voulais dire non, je voulais maintenir le mur que j'avais construit, la distance qui m'avait gardé en sécurité et concentré. Mais grand-mère aurait voulu que nous essayions au moins. Je lui devais au moins ça. D'accord. Après la cérémonie. Les funérailles étaient standards, des gens disant des choses gentilles, partageant des souvenirs, évitant de mentionner comment la famille s'était effondrée. Ashley est arrivée en retard, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle m'a vu et s'est figée. Ryan. Salut, Ashley. Je ne savais pas que tu serais là. Je ne savais pas où tu étais. Elle a regardé mon uniforme. Tu as rejoint le programme d'infirmier de l'armée? La bourse couvrait tout. L'implication flottait entre nous, la bourse dont je n'aurais pas eu besoin s'ils avaient simplement signé les papiers. Elle a eu la décence d'avoir l'air honteuse. Après la cérémonie, mes parents, Ashley et moi nous sommes réunis dans une pièce privée du funérarium. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Papa a parlé en premier. Je dois dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a 2 ans. J'avais tort. Complètement, totalement tort. Choisir de financer le mariage d'Ashley plutôt que ton éducation a été la pire décision de ma vie. Maman a hoché la tête, les larmes coulant. Nous y avons pensé tous les jours depuis que tu es parti. Nous nous sommes demandé où tu étais, si tu étais en sécurité, si tu nous pardonnerais un jour. Vous avez choisi une fête plutôt que mon avenir, ai-je dit platement. Une fête pour un mariage qui a duré 7 mois. Ashley a grimacé. Je sais. Je suis désolé. J'étais égoïste et stupide, et je ne réalisais pas à quel point je te faisais du mal. Vous m'avez tous fait du mal pendant des années. Ce n'était pas seulement les prêts. Papa a eu l'air confus. Silence. Ils ne l'avaient jamais vu comme ça. Dans leur esprit, ils aidaient leurs 2 enfants de manière égale. La réalité était différente. Que pouvons-nous faire, a demandé maman. Comment pouvons-nous réparer ça? Je les ai regardés tous les 3. Une partie de moi voulait leur dire d'aller se faire voir. Mais une autre partie, celle qui avait hérité de la capacité de pardon de grand-mère, voulait essayer. Vous pouvez commencer par comprendre que vous ne pouvez pas réparer ça. Vous ne pouvez pas effacer les dommages. Mais si vous êtes sérieux pour reconstruire, on le fait lentement. Pas d'attente, pas d'exigence, pas de culpabilisation sur la famille. Papa a hoché la tête. Tout ce dont tu as besoin, tout ce qu'il faudra. Et Ashley, je me suis tourné vers ma sœur. Tu gères ta vie toute seule. Plus de sauvetage, plus de fonds pour les mariages, plus de secours. Tu es une adulte. Agis comme telle. Elle a hoché la tête, en pleurant plus fort. Je le ferai.
Je te le promets. Nous avons parlé pendant une autre heure. Pas pour tout réparer, mais pour commencer, pour faire des plans, pour rester en contact, pour poser des limites, pour reconnaître les erreurs. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. Quand j'ai quitté le funérarium, maman m'a serré très fort dans ses bras. Je t'aime. Je suis tellement désolé de t'avoir fait douter de ça. Je sais. Je t'aime aussi. Les années suivantes ont été un processus. Mes parents venaient me voir 2 fois par an, généralement en descendant au Texas pour un long week-end. Nous dînions, parlions prudemment autour des anciennes blessures et construisions lentement quelque chose de nouveau. Ce n'était pas la relation que nous avions avant. Celle-là était morte et enterrée. Celle-ci était différente, construite sur le respect et les limites plutôt que sur l'obligation et la culpabilité. Ashley a remis sa vie en ordre, a trouvé un travail où elle était bonne, a emménagé dans son propre appartement, a arrêté de sauter d'une relation à l'autre à la recherche de quelqu'un pour la compléter. Elle m'appelait de temps en temps, généralement quand elle avait du mal, et nous parlions, frères et sœurs, adultes essayant de comprendre la vie. Derek a terminé son propre diplôme, s'est fiancé et m'a demandé d'être son témoin. J'ai pris un congé et j'ai pris l'avion pour le mariage, qui était simple, sincère et tout ce que les 3 mariages d'Ashley n'avaient pas été. Tu m'as sauvé la vie, tu sais, lui ai-je dit pendant la réception. 4 ans après avoir prêté serment, j'ai terminé mon engagement de service. L'armée m'a offert une promotion au grade de capitaine si je rempilais. J'y ai réfléchi sérieusement. J'avais trouvé un sens dans le métier d'infirmier militaire, construit une carrière dont j'étais fier, et les avantages étaient excellents. Mais je voulais aussi choisir ma prochaine étape librement, sans obligation. Alors j'ai refusé la promotion, accepté une libération honorable et je suis rentré chez moi. L'hôpital civil où j'avais travaillé comme aide-soignant m'a embauché immédiatement comme infirmier expérimenté aux urgences. Le salaire était meilleur que celui de l'armée, et je pouvais vivre où je voulais. J'ai trouvé un appartement en centre-ville, je l'ai meublé lentement et j'ai commencé à construire une vie qui m'appartenait entièrement. Papa m'a appelé un mois après que je me sois installé. Tu veux qu'on dîne ensemble? Juste nous deux. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant, avons commandé à manger et avons parlé prudemment autour des sujets lourds jusqu'au dessert. Puis papa a posé sa fourchette et m'a regardé directement. Je dois te dire quelque chose. La pire erreur de ma vie a été de te dire que ton éducation pouvait attendre. Je pense à cette conversation constamment. Si je pouvais revenir en arrière. Tu ne peux pas, les jeux interrompus. Aucun de nous ne peut changer ce qui s'est passé. Je sais. Mais je veux que tu saches que je te vois maintenant. Je vois ce que tu as accompli. Et je sais que ça s'est fait malgré moi, pas grâce à moi. Tu es un meilleur homme que celui que je mérite d'appeler mon fils. J'ai croisé son regard. Je ne suis pas meilleur. J'ai juste fait des choix différents. Et tu es là maintenant. Ça compte. Vraiment? Peux-tu vraiment pardonner ce que nous avons fait? Je ne sais pas encore, mais je suis prêt à continuer d'essayer de construire quelque chose de nouveau. C'est le mieux que je puisse faire. Il a hoché la tête, les yeux un peu trop brillants. C'est plus que ce que je mérite. Merci. 6 mois plus tard, Ashley a appelé en panique. On lui avait offert un poste dans un autre État. Une vraie opportunité d'avancement, mais elle aurait besoin d'aide pour les frais de déménagement. Est-ce que je pouvais éventuellement lui prêter de l'argent? J'y ai réfléchi pendant exactement 3 secondes. Non. Quoi? Ryan, j'en ai vraiment besoin. Tu as besoin de trouver une solution toi-même. Ce n'est pas moi qui suis cruel. C'est moi qui crois que tu es capable de résoudre tes propres problèmes. Mais je ne peux pas me le permettre. Alors tu ne peux pas prendre le poste, ou tu trouves une autre façon de te le permettre. Parle à maman et papa si tu as besoin d'aide. Je ne suis plus ton plan de secours. Elle est restée silencieuse un moment. Tu as raison. Je suis désolé d'avoir demandé. Ne sois pas désolé. Sois juste indépendante. Tu es capable de plus que ce que quiconque a jamais attendu de toi. Prouve-le. Elle a déménagé 2 mois plus tard, financée par ses propres économies et un petit prêt de nos parents qu'elle a réellement remboursé dans les délais. Elle m'a appelé depuis son nouvel appartement, excitée, nerveuse et debout sur ses propres pieds pour la première fois peut-être. Je l'ai fait, a-t-elle dit. Pas de mari, pas de sauvetage,
juste moi. Je suis fier de toi. Ça veut dire beaucoup venant de toi. Les années ont passé. Je suis devenu infirmier en chef, puis responsable d'unité, accumulant des responsabilités et du respect. Mes parents ont vieilli, sont devenus plus doux, n'ont jamais tout à fait arrêté de s'excuser de petites façons. Nous passions les fêtes ensemble, construisant prudemment des traditions qui reconnaissaient le passé sans être enterrées par lui. Les gars, nous sommes si proches d'atteindre les 100 000 abonnés sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de considérer de vous abonner. Ça aide vraiment à atteindre ce cap des 100 000. Merci d'avoir réalisé ce rêve.